L'armée nigérienne quitte donc la force multinationale mixte et celle-ci, bien sûr, donne raison pour un changement de cap et la zone du secteur 4 de cette force multinationale mixte porte désormais le nom de Naloa. Dolé a donc indiqué l'armée nigérienne dans un communiqué de presse qui a été diffusé à la télévision publique. Ce changement de nom, bien sûr, découle du retrait et traduit désormais la volonté affirmée de renforcer la sécurisation des installations et sites pétroliers du Nord. A ajouté également la même source au lendemain donc des attaques terroristes de Boko Haram au niveau du secteur militaire 3 où 12 soldats camerounais avaient trouvé notamment la mort. On se rappelle encore qu'il y avait quelques temps de cela, c'était 40 militaires soldats tchadiens qui avaient trouvé la mort. Le Tchad avait d'ailleurs menacé de quitter la force multinationale mixte. Qu'est-ce qui va donc se passer? Quel sera notamment l'avenir autour de la sécurité sur le bassin du lac Tchad? Nous allons tenter de comprendre les véritables raisons qui ont motivé, pourquoi pas, l'armée tchadienne à se retirer de cette force stratégique au niveau du bassin du lac Tchad, composé du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et bien sûr du Niger qui vient de lâcher prise. Et puis nous allons parler toujours du Tchad, mais cette fois-ci avec le Soudan, les menaces soudanaises qui sont au rendez-vous. Le Tchad donc qui réagit et promet une riposte contre toute attaque de l'armée. Il faut le faire savoir suite aux menaces proférées sur les réseaux sociaux par les autorités militaires soudanaises, notamment le numéro 2 de l'armée soudanaise, général Yasser Al-Atta, de prendre pour cible les aéroports de N'Djamena et d'Amdiara. L'armée tchadienne a réagi lors d'un point de presse samedi 29 mars. Son porte-parole général Shenan Issaka Achek a dénoncé ces propos comme une déclaration de guerre contre le Tchad et a prévenu de toute tentative d'agression serait violemment repoussée. Se dirige donc vers un conflit armé entre le Tchad et le Soudan. Cette question et bien sûr d'autres éléments de profondeur vont être scrutés au cours de cette édition de Regard panafricain sur les antennes de For You Media. Bienvenue à toutes mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être au rendez-vous sur les antennes de For You Radio et l'ensemble du réseau For You Media pour cette édition de Regard panafricain. Le programme qui nous permet donc de rentrer de plein cœur dans l'actualité diffusée à partir des studios de For You Radio et également transmis en différé sur nos plateformes digitales et bien sûr la télévision For You Media Africa. Deux sujets nous intéressent, le retrait des forces nigériennes et de la force multinationale mixte au lendemain d'une attaque terroriste au secteur militaire 3 qui a donc vu la mort de 12 soldats camerounais. Le Niger qui se retire après une menace qu'avait proférée le Tchad suite bien sûr au décès cette fois-ci de 40 soldats après une accusation de Boko Haram. Que se passe-t-il réellement au sein de cette force stratégique censée véritablement apporter la sécurisation autour du bassin du lac Tchad? Nous allons tenter de comprendre les raisons et peut-être les enjeux à venir de cette organisation et même également du bassin du lac Tchad et l'organe qui dirige ce bassin du lac Tchad, la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad. Et puis nous allons parler des menaces soudanaises entre le Tchad et le Soudan. Il y a quelques jours de cela, le numéro 2 de l'armée soudanaise avait proféré des menaces comme quoi il fallait prendre d'assaut, attaquer les aéroports de N'Djamena et d'Amdiara, principaux points stratégiques donc du Tchad. Des menaces qui avaient vu la sortie du ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens à l'étranger qui dénonçait donc cette sortie de l'autorité militaire, la qualifiant de dangereuse et d'irresponsable. Quelques jours après, donc samedi 29 mars, au cours d'un point de presse, l'armée tchadienne, cette fois-ci à travers son état-major, a eu à réagir et considère donc cette sortie des autorités militaires soudanaises comme étant une déclaration de guerre et elle se réserve dans le droit de riposter. Le Tchad qui est accusé par le Soudan
d'être bien sûr un élément qui a eu à propager davantage le conflit entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide FSRA pour servir de base militaire. N'Djamena a toujours clamé haut sa neutralité dans ce conflit, allant plutôt jusqu'à dire son soutien aux militaires et soldats soudanais sur le front pendant notamment la sécurisation avec les réfugiés, mais surtout également aussi la supervision des actions humanitaires. N'Djamena a toutefois toujours appelé à l'apaisement de tensions entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide et pouvoir trouver une solution rapide pour le conflit que de pouvoir aller en déversant du sang un peu partout. N'Djamena prône la voie de la diplomatie, mais l'armée met en garde contre toute violation de son territoire. Pour en parler ce lundi soir, nous sommes avec le directeur de publication et analyste André Fanga qui est avec nous. Bonsoir DP, bienvenue. Bonsoir Monsieur Noira, c'est un plaisir d'être dans vos studios. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute la galaxie panafricaine qui nous écoute sur toutes les plateformes de For You Africa. Pour nous, c'est un combat, une idéologie, une façon de redonner la dignité et la souveraineté à notre Afrique. C'est pour ça que, vents et marées, nous sommes debout pour cette bataille. Et merci pour l'invitation sur Reggae Panafricain. Merci à vous d'avoir accepté d'honorer à notre rendez-vous à 7 h. Nous allons rentrer de plein pied. Le Niger se retire de la force multinationale mixte. On pouvait tenter de comprendre les raisons, mais nous sommes au lendemain d'une attaque terroriste à l'un des secteurs, le secteur numéro 3, à une zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. 12 soldats camerounais étaient tombés selon le communiqué du ministère de la Défense, le communiqué officiel, et qui donnait lieu à une montée en puissance des groupes terroristes. Dites-nous, DP, comment est-ce que vous avez accueilli ce retrait du Niger de la force multinationale mixte? Première des choses, je voudrais d'abord m'incliner, n'est-ce pas, devant la dépouille de ces soldats qui sont tombés armes à la main à la bataille contre cette de Boko Haram, n'est-ce pas, ces barbares d'un autre genre qui, jusqu'à présent, nous ne comprenons pas l'idéologie, nous ne comprenons pas le but recherché. Parce que si Boko Haram était une force de revendication de quelque chose, ou bien d'un territoire, d'un espace, ou bien d'une idéologie, ou quelque chose, on devait comprendre. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours on est ébahi, on est étonné, on est dans l'étonnement de continuer à voir Boko Haram continuer à frapper, n'est-ce pas, les territoires, que ce soit camerounais, tchadiens et les autres territoires nigériens et tout le reste. Donc, nous nous posons la question, mais quelle est cette idéologie-là qui ne veut que s'aimer que la mort à tout prix et à tous les prix, sans revendication, sans véritablement poser un préalable, n'est-ce pas, pour dire que, ok, nous revendiquons ceci, nous voulons obtenir ceci, voici l'objectif. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les forces vives, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Tchad, du Niger, puissent se mobiliser justement pour dénoncer, n'est-ce pas, cette secte qui sévit, n'est-ce pas, dans cette zone du lac Tchad. Je pense qu'aujourd'hui, ayant établi ça, ayant présenté, n'est-ce pas, mes condoléances à ces familles durement éprouvées et ces soldats camerounais, comment comprendre que la force, le Niger, se retire, n'est-ce pas, de cette force mixte? Il faut comprendre que le Niger aujourd'hui est dans une forme de reconstruction. Dans sa forme de reconstruction, tous les éléments sont mis en place pour justement réorganiser ses forces, réorganiser tous ces éléments qu'il a à sa disposition. Parce que quand vous regardez dans la logique aujourd'hui du Niger, vous voyez que la plupart des institutions, ils sont en train de quitter. Ils ont quitté la CEDEAO, ils ont quitté la francophonie, et voilà la force multinationale mixte qui ils viennent de quitter. Et maintenant, dans les États du Liftako Gourma, c'est-à-dire la confédération de l'AES, ils sont en train de constituer une force
qui aura 5000 hommes. Vous voyez un peu, c'est un très grand projet. 5000 hommes et dont le Niger aura besoin, 1, des ressources, 2, des hommes, où il faut, n'est-ce pas, composer cette force-là, n'est-ce pas, qui va faire, qui sera comme l'unité, n'est-ce pas, de commandement de ces 3 États-là, qui va aider, n'est-ce pas, ces États-là à lutter contre les forces terroristes djihadistes. Donc, c'est compréhensible qu'aujourd'hui, le Niger puisse se retirer, n'est-ce pas, de cette force mixte et que la plupart des temps, les forces mixtes n'ont pas été mises en place par l'idée première des États. C'est des propositions venues de l'étranger. Ou bien parfois même on les a obligés de s'y mettre ensemble et que les financements viennent d'ailleurs. Parce que prenons le cas le plus récent, n'est-ce pas, vous avez le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été une idée, par exemple, du feu maréchal Idriss Déby du Tchad, qui avait prévu que le G5 Sahel doit être une force mixte, n'est-ce pas, qui va assurer la sécurité, n'est-ce pas, dans le Sahel. Donc vous imaginez ces États du Sahel, s'ils avaient réussi à mettre en place cette force appelée le G5 Sahel, c'est-à-dire qu'elle finalement elle puisse prendre corps comme il le fallait, je pense que les problèmes de djihadisme et de terrorisme que vit le Sahel aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. Pourquoi ça a échoué? Ça a échoué parce que justement, ayant proposé cette idée à ses comparses, la France, qui était la puissance tutélaire, n'est-ce pas, qui est venue s'interposer, a dit non, ok, nous prenons en compte, n'est-ce pas, cette innovation, nous prenons en compte, n'est-ce pas, cette mise en place du G5 Sahel. Alors, nous allons rechercher les financements, nous allons apporter les financements pour justement, alors que c'était en réalité une stratégie de mettre en mal, n'est-ce pas, cette organisation pour qu'elle ne puisse pas atteindre les objectifs fixés. Donc, vous voyez que les forces mixtes, que ce soit la force mixte, n'est-ce pas, en attente africaine, que ce soit toutes les forces mixtes que vous avez vues, toutes les forces mixtes qui ont été mises en place, finalement, n'ont pas fonctionné. Ils n'ont que fonctionné le temps d'un instant, et après ça, il y a eu dislocation, ou bien c'est devenu des coquilles vides. Exactement, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la force mixte, n'est-ce pas, du lac Tchad, qui, justement, n'a pas les moyens nécessaires pour, justement, juguler le problème de Boko Haram, parce que ça a été mis justement en place, n'est-ce pas, cette force mixte-là, pour justement régler le problème de Boko Haram. Et donc, vous voyez que les objectifs sont clairs, c'est que la force mixte n'a plus, les objectifs ne sont pas atteints. Le Niger est dans sa logique, n'est-ce pas, de reconstruction et qui a besoin de ses forces et de ses ressources pour justement régler d'autres problèmes internes et confédérales où ils se sont constitués en confédération pour, n'est-ce pas, pour le bien-être de leurs différents États. Donc, pour eux, l'importance d'être encore dans une force mixte comme celle où le Cameroun, le Tchad et le Niger et tous ceux qui sont là, je crois le Nigeria aussi, tout à fait. Le Nigeria aussi, qui sont là et qui ne produisent pas de fruits, ça ne sert à rien d'y rester. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème des Africains, c'est qu'on a beaucoup d'organisations, mais ces organisations ne produisent pas de résultats. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des organisations, n'est-ce pas, être membre d'une organisation qui ne vous produit pas de résultats en matière de sécurité, par exemple. J'ai commencé à citer ces organisations-là qui sont mises en place. Vous voyez un peu qui devaient justement régler les problèmes sécuritaires. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que les problèmes sécuritaires sont primordiaux chez nous en Afrique. Nous avons Boko Haram dans le lac Tchad. Nous avons, n'est-ce pas, les djihadistes terroristes de l'autre côté du Sahel. Nous avons des rébellions, par exemple, au Cameroun, avec la secte ambazonienne. On a plein de conflits comme ça sur notre territoire, sur le territoire africain bien sûr, et qu'il y a des organisations qui sont mises en place de sécurisation ou bien de forces conjointes, forces mixtes, etc., et qui ne produisent pas le fruit. Et là, ça renvoie maintenant encore à un autre problème, le problème, n'est-ce pas, de la mise des bases militaires qui étaient étrangères, qui étaient sur nos territoires. Parce que ces bases militaires, justement, venaient dans l'optique, n'est-ce pas, de la protection de nos territoires, de nos espaces. Finalement, les contrats alors avec ces bases militaires ou bien avec ces
légionnaires, ou bien non pas légionnaires, avec ces forces extérieures, n'est-ce pas, qui venaient sur notre territoire pour dire que, ok, on vous appuie par rapport à telle chose pour lutter contre le terrorisme, djihadisme, contre ceci. Finalement, pas de résultat. Nous avons vu les différentes opérations menées par la France, par exemple, opération Sangaris. Opération Sangaris, c'est une opération qui était menée en Centrafrique pour justement essayer de créer la calmie entre les anti-Balaka et la Séléka. Ça n'a pas produit de résultat. Le résultat, à la fin, c'était que les soldats de Sangaris, les soldats français, ont passé le temps qu'à violer les petites filles et les petits garçons. Et le procès a été envoyé en France et ça a eu non-lieu. Vous voyez que l'opération Licorne, c'est l'opération qui a été mise en Côte d'Ivoire, qui était justement... En fait, l'opération Licorne était une projection de vouloir mettre la Côte d'Ivoire en sac. Et ça a été réussi, cette opération Licorne qui a été mise en place. Il y a opération Sable dans le Sahel, finalement, qui était pour lutter contre les djihadistes, contre les forces, n'est-ce pas, islamiques et tout ça. Finalement, l'opération Sable, ça s'est avéré un échec. L'opération Barkhane, un échec. MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO, tous ces différentes, n'est-ce pas, choses qui ont été mises en place de défense surtout, parce que là, on parle des éléments de guerre, de défense, de protection, n'est-ce pas, qui ont été mises en place par ces organisations internationales et les soi-disant partenaires, n'est-ce pas, au développement et à la défense de nos différents États. Donc, vous voyez que finalement, ça n'a produit aucun résultat. D'ailleurs, nous allons arriver sur la crise entre le Tchad et le Soudan tout à l'heure. Mais donc, vous allez comprendre qu'en réalité, le champ africain, c'est le champ d'expérimentation de nouveaux types de guerres. On est maintenant face à la guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre que vous ne connaissez pas l'ennemi. L'ennemi sort de partout. Il peut être dans les populations, il peut être dans le sable, il peut être dans l'eau, il peut sortir, il peut même descendre même du ciel. Voilà à quoi fait face l'Afrique aujourd'hui. Ces menaces-là où finalement on n'a pas le contrôle, parce que quand je parle de l'air, par exemple, c'est les drones. Les drones espions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des drones maintenant qui ont la capacité de frapper, n'est-ce pas, des cibles. Aujourd'hui, et d'ailleurs, les Américains avaient l'une des bases les plus importantes de drones en Afrique, basée au Niger, à la base d'Agadez, qui justement avait des drones qui donnaient 50% du renseignement à Barkhane par rapport aux attaques djihadistes terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Mais finalement, ces organisations se sont avérées nulles. Donc vous voyez que aujourd'hui, M. Noir, quand le Niger décide de se concentrer, n'est-ce pas, sur son avenir, sur son devenir, en retirant ses forces, n'est-ce pas, parce que les forces ne sont pas seulement militaires, il y a les forces, n'est-ce pas, financières, il y a la contribution, il y a aussi le matériel. Donc, dans tout ça, ils préfèrent, n'est-ce pas, se mettre ensemble, n'est-ce pas, dans leur charte, dans leur confédération, pour mieux se consolider, pour mieux se solidifier, pour obtenir certains résultats. Mais justement, depuis parlons de la force multinationale mixte. Elle naît de la demande du Bénin à partir le 7 octobre 2014. Le Bénin, avec les autres pays, décide de pouvoir mettre cette force-là, qui doit servir de base militaire pour la sécurisation du bassin du lac Tchad. Mais on va se rendre compte que sur les 5 pays, le Bénin ne va pas participer sur le plan militaire. 700 soldats au départ, Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun, voilà ceux qui se lancent. Au fur et à mesure que l'opération avance, on va se rendre compte qu'il y a certains pays qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Le feu maréchal Driss Déby Itno avait eu à évoquer ce cas. Et tout récemment, en novembre de l'année dernière, le Tchad a eu à perdre 40 soldats au cours d'une attaque de Boko Haram. Le siège même de cette opération, la force nationale se trouve au Tchad. Le Tchad a menacé de quitter. Le problème du Tchad, je vais dire, de la force multinationale mixte, c'est quoi? Est-ce qu'une question de volonté politique qui n'a pas du tout marché avec les différents dirigeants qui ne se sont pas entendus? C'est quoi le problème? Et le Niger quitte justement à un moment donné où justement des parties de cette force multinationale mixte là est frappée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre clairement? Alors, M. Noir, j'ai commencé à expliquer cela ici. J'ai pris l'exemple du G5 Sahel, qui était une idée africaine du feu maréchal Idriss Déby, et qui a été inféodée, c'est-à-dire l'opération, la mise en place du G5 Sahel a été récupérée
par l'État colonisateur français. Et la plupart de nos problèmes chez nous en Afrique, et surtout dans les États qui ont été soit sous tutelle ou soit sous colonisation française, c'est les résultats. Je vous ai toujours dit, M. Noha, je crois plusieurs fois dans cette émission, qu'est-ce qu'un homme riche fait? J'aime toujours vous répondre. Première des choses, c'est la sécurité. La première des choses qu'un homme riche fait, c'est de se sécuriser, c'est de se protéger. Alors, l'État colonisateur, sachant que nous sommes des États riches, quand nous parlons de richesse, nous ne parlons pas d'argent. On parle du sous-sol. On parle du sous-sol. On parle de tous les éléments, n'est-ce pas, qui font la richesse. Et donc, l'État colonisateur, sachant que nous sommes riches, a tout fait pour que nous, comment on dit, on loue la sécurité. Mais un homme riche ne loue pas la sécurité. Il se donne les moyens pour avoir sa sécurité. Et quand je parle de sécurité ici, je parle de nos forces armées. La plupart des forces armées africaines, et surtout ceux qui sont d'expression française, ont été formés par Saint-Cyr, c'est-à-dire l'armée française. Et comment voulez-vous que le pompier, en fait le pyromane, devienne le pompier? C'est-à-dire, quelqu'un qui est venu mettre le feu, c'est lui qui doit encore venir éteindre. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons sur le territoire africain, sur le lac Tchad et tout ça, est une fabrication française. Boko Haram est une fabrication française. Donc, vous n'imaginez pas ce que ça peut causer comme dommage que toutes nos armées ont été formées par la France, ou bien avec des contrats, ou bien des accords signés entre les accords de défense, bien sûr, entre la France et plusieurs États, Cameroun, Tchad, Bénin, etc., que vous pouvez citer, Niger même et tout le reste. Donc, vous voyez que ces différents éléments-là, la plupart, la gendarmerie est une force française. Vous le savez bien, c'est un corps français. Donc, l'armée, que ce soit l'armée de l'air, que ce soit l'armée de terre, que ce soit... les formateurs sont venus de France, la plupart des temps. Et donc, on n'a pas eu le temps, les pays africains, après leurs indépendances, n'ont pas eu le temps de faire leur mue. C'est-à-dire de reformer que ce soit les cadres administratifs, parce que tous sont passés par l'école française. Vous voyez un peu, c'est pour ça que chacun peut se vanter d'être professeur en histoire-géographie. Vous voyez un peu, professeur en lettres modernes. Vous voyez. Donc, des choses comme ça. Et il dit qu'il est professeur. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que les problèmes des pays en construction ou bien en devenir n'ont pas besoin de ces professeurs de ce style-là. On a besoin plutôt, n'est-ce pas, des techniciens, des gens qui peuvent, n'est-ce pas, élaborer, c'est-à-dire des ingénieurs qui peuvent élaborer des stratégies de construction des différents États que nous avons. Légère digression. Le Cameroun, par exemple, a du pétrole et veut raffiner son pétrole. Le projet est monté, on dit, bon, ok, on demande à la France, on veut avoir une raffinerie. La France fait monter une raffinerie au rabais, c'est-à-dire une raffinerie incapable de raffiner du pétrole lourd. Le pétrole lourd qui se trouve au Cameroun. Vous savez pourquoi on ne peut pas donner une raffinerie au Cameroun? Parce que si on donne une raffinerie au Cameroun, première des choses, ça va limiter les importations de carburant, la vie sera moins chère. Maintenant, il y aura tous les différents éléments pour la construction nationale. Parce que je vous prends un seul exemple, M. Noha. Vous savez que dans la transformation ou bien dans l'usinage du pétrole brut, il y a une matière qui sort de là, qu'on appelle, vous appelez ça quoi? Ce qu'on fait le goudron avec. Le goudron, en fait. Le goudron. Je dis bien, on laisse le gaz, n'est-ce pas? Dans le raffinage, on laisse le gaz, on laisse le gazoil, on laisse le kérosène, on laisse tous les différents dérivés du raffinage du pétrole brut. On reste avec la matière lourde. On parle de la matière lourde.
C'est-à-dire, si le Cameroun avait sa raffinerie, raffinant son pétrole lourd, toutes les routes du Cameroun seront goudronnées. Parce qu'à partir du goudron, vous faites les routes aussi facilement. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller acheter ou bien d'avoir 1 kilomètre de route goudronnée à 1 milliard. Parce que l'une des matières premières, n'est-ce pas, pour travailler, n'est-ce pas, le goudron, ou bien pour faire des routes, c'est le goudron. Si. Et vous l'avez sur place. Vous avez une raffinerie qui vous le produit. Donc, vous voyez que je prends cette légère digression pour mieux expliquer, n'est-ce pas, la situation que vivent nos différents États aujourd'hui avec leurs armées. Parce que la formation n'a pas été ça. Les différents canaux de défense de l'État n'ont pas été mis en place. Et les instructeurs français ont continué, n'est-ce pas, à être présents jusqu'à un certain moment donné sur notre territoire. Et donc, mettre en place maintenant une organisation, c'est-à-dire une association, bon, une association de faibles ne peut que produire quoi? De faibles. Alors, force mixte, même si c'est force mixte, n'est-ce pas, ne peut que produire résultat zéro. Mais DP, à la base, quand même, on savait qu'on avait de la puissance. Je vais barrer sur vos propos. On sait quand même que l'armée tchadienne, ce n'est pas n'importe qui. Du temps du feu maréchal, c'était quand même un homme de guerre. Le Cameroun, vous-même, plusieurs fois au cours de cette émission, vous saluez souvent les avancées et puis la capacité de l'armée du Cameroun. Il fait également un clin d'œil à ce Manamzad qui parle souvent de la puissance militaire du BIG, par exemple. Le Nigeria, on sait quand même que c'est une puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Le Niger n'est pas un pays quand même qui est à négliger sur ce plan-là. C'est de comprendre concrètement ce qui n'a pas eu à marcher. Comment on peut arriver que certains pays se sont davantage mis, d'autres ne sont pas mis, et ne se sont pas sentis concernés? Pourquoi, par exemple, au départ, le Bénin, qui apporte l'idée génieuse ou ingénieuse de pouvoir faire cette organisation militaire, n'est pas parmi les pays qui mettent à disposition leurs soldats? Monsieur, je tente de vous répondre de la stratégie de diviser Machiavel, diviser pour mieux régner. Vous voyez un peu. Donc l'idée est là, on fait semblant d'être ensemble. Après, on passe par derrière, on dit oh ben non, toi tu n'es pas concerné par cette histoire, donc reste tranquille. Voilà, et il faut attendre, on dit ok, on va vous apporter tous les financements nécessaires, n'est-ce pas, pour juguler le problème que vous avez de Boko Haram et tout le reste, et vous êtes là, vous croisez les bras et vous attendez qu'on vous apporte, n'est-ce pas, le soutien nécessaire. Et voilà, ça se passe comme ça, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, finalement, résultat zéro. Vous ne faites que perdre les hommes comme ça a été dernièrement avec Boko Haram au Nigeria, au Tchad. 40 hommes sont partis, comme ça a été dernièrement avec le Cameroun, 12 soldats sont partis. Et il y a eu des exactions, il y a eu des exactions comme ça un peu de ces derniers temps. Mais pour simplement dire que je n'ai jamais dit que quand je parle de faible, c'est selon les capacités, n'est-ce pas, à juguler certains problèmes. Vous voyez un peu, nous avons des armées faibles. C'est aujourd'hui que les armées africaines et surtout de l'espace francophone ont fait leur mue parce qu'ils se sont ouverts à d'autres horizons. Par exemple, quand on parle de l'armée camerounaise aujourd'hui, on parle de l'armée camerounaise parce que l'armée camerounaise a réussi à créer une autre section de son armée. Cette section qui s'appelle le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Avant le bataillon d'intervention rapide, il y avait ce qu'on appelait le BIL, n'est-ce pas? Le bataillon d'intervention léger. Donc c'est sur le défunt BIL que le BIR se crée. Et maintenant fait appel à des formateurs étrangers, pas français. Vous voyez un peu? Parce que le BIR a été formé par des Israéliens. Le BIR a été formé, là vous me faites avoir encore une pensée pieuse par rapport à Sylvain Abir, n'est-ce pas, le fondateur de celui qui a formé le BIR, le colonel. Vous voyez que ça a créé toute une différence. Et maintenant, d'autres instructeurs
se sont mis dans l'armée camerounaise pour former, par exemple, les différents corps d'armée que nous avons. Et vous allez retrouver, par exemple, dans l'armée camerounaise, dans chaque corps, c'est-à-dire armée de l'air, armée de terre, sapeurs-pompiers, qui encore là Oui, on a même créé armée de terre, armée de l'air, armée marine. La gendarmerie et tout ça. Vous allez retrouver que il y a des corps d'élite. Oui, tout à fait. La gendarmerie, c'est le GPIC. La gendarmerie, c'est le GPIC. Du côté même de la police, vous avez les CIR, vous avez le GSO, voilà. Il y a ce qu'on appelle même le BIR Delta. Voilà. Donc, vous voyez que dans ces différentes formes dans l'armée, il y a eu des démembrements, il y a eu des forces d'élite qui ont eu des formations autres que la formation de départ. Et donc, ça, c'était une stratégie politique, n'est-ce pas, par exemple, du chef d'État camerounais, qui a mis en place, n'est-ce pas, une politique pour la sécurisation du pays. C'est-à-dire ne pas rester dans le classique de la formation, recrutement militaire, formation, et après ça, terminé. Mais non. Il y a eu maintenant les divisions, on a mis en place les corps d'élite, n'est-ce pas, dans ces différentes armées, qui subissent encore une autre formation, et qui est souvent là, qui n'est pas fait par des formateurs français. Parfois c'est des Russes, parfois c'est des Américains, parfois des Israéliens, parfois c'est d'autres pays. Donc vous voyez que cette diversité-là, et je pense que le président de la République du Cameroun l'avait dit, le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un État. Quand il le disait en conséquence, parce que quand il arrivait au pouvoir, le Cameroun était la chasse gardée d'un État. Et donc, la diversification, n'est-ce pas, par exemple, des partenariats en matière de défense ont permis à l'armée, n'est-ce pas, camerounaise de faire sa mue ces derniers temps. Maintenant, vous allez au Tchad. Le Tchad a eu aussi un moment où son armée n'était pas vraiment structurée. Il a fallu un homme, le maréchal, feu maréchal Idriss Déby Ibno, n'est-ce pas, général, maréchal de... Pardon, il avait dépassé le niveau de général, il était maréchal. Donc, il a su, n'est-ce pas, mettre une armée en place, et une armée qui s'adaptait à son Sahel, à son état. Je voudrais vous rappeler que, M. Noir, quand la bataille de Boko Haram commence au Cameroun, en fait, quand le Boko Haram quitte le Nigeria pour s'attaquer au Cameroun, on envoie le BIR. Le BIR ne s'adapte pas. Parce que le BIR était formé juste pour les opérations marines. C'est pour ça que c'était plus basé, n'est-ce pas, du côté du sud-ouest. Et Dinao. Et tout ça, Idabato, Isangele, Mwanaobe et tout le reste. Donc c'est là-bas que le BIR avait plus de base, parce que en réalité, c'était contre les pirates marins. Parce qu'il y avait des attaques des pirates, n'est-ce pas, qui justement rançonnaient, n'est-ce pas, les bateaux de pétrole, de pêche et tout. En fait, ces grands amateurs-là qui étaient, n'est-ce pas, qui subissaient des attaques marines. Donc, le BIR était justement mis en place pour apporter, n'est-ce pas, une réponse, n'est-ce pas, à cette opération. Et là, c'était par rapport à l'opération qui était mise en place au Bangamé. Au Bangamé, qui était une opération formée par les Américains qui, justement, qui devait protéger la côte atlantique, n'est-ce pas, qui commençait par le Cameroun, Nigeria, et ça montait jusqu'à un certain niveau. Donc, c'était l'objectif, n'est-ce pas, de la mise en place du BIR. Et donc, quand ils se retrouvent face à Boko Haram, ils ne s'en sortent pas, parce que la plupart ont été formés, n'est-ce pas, pour les opérations marines et plus forêt. Donc, ce n'était pas facile pour que le BIR s'en sorte dans une zone sahélienne. Vous voyez qu'il était obligé maintenant de réadapter, n'est-ce pas, la formation, une partie du BIR, n'est-ce pas, et de l'armée, pour justement s'adapter au Sahel. Première des choses, on a changé les tenues, parce que le BIR avait une tenue verte. Tout à fait, en tout début. Voilà, au tout début. Et maintenant, ceux qui allaient vers le nord pour la lutte contre Boko Haram et tout le reste là, étaient obligés d'adopter des tenues sahéliennes. Et même les chars de guerre, même le matériel de guerre était obligé d'être changé, n'est-ce pas, pour adapter cela au Sahel. Parce que à partir du nord et jusqu'à l'extrême nord, c'est des zones sahéliennes. Donc, c'est le sable, c'est tout. Donc, il fallait adapter. Donc, vous voyez que si on n'avait pas adapté, n'est-ce pas, rapidement, certains éléments du BIR par rapport à la lutte contre Boko Haram, on serait aujourd'hui peut-être envahi, divisé même.
Parce que l'objectif, c'était quand Boko Haram envahissait le Cameroun, c'était pour diviser le Cameroun en deux. C'est pour ça qu'il y a un soldat français qui avait levé le drapeau, n'est-ce pas, français, sur une base en Gaoundéré. Et quand un soldat est allé arracher ce drapeau qui est ici, c'est le Cameroun, il n'y a pas de drapeau français qui doit flotter sur aucune base. Parce qu'en fait, ils avaient déjà délimité. On devait diviser le Cameroun en deux. Le projet qui s'est rabattu vers le sud-ouest et le nord-ouest, c'était prévu pour l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, vous voyez que ça a été contrecarré. Et donc, il faut véritablement que nous comprenions que le problème de nos armées, c'est que la formation de départ, la plupart refont leur mieux maintenant, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des adaptations et on a constaté des carences. Et je pense que c'est l'une des choses qu'il faut toujours faire. Il faut toujours se recycler, il faut toujours reformer parce qu'il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles attaques, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se faire. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, les gens ne peuvent pas véritablement se mettre ensemble parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et ayant un colonisateur derrière qui ne veut pas que les États africains se mettent ensemble parce que, vous êtes forts, quand vous êtes unis, vous êtes forts, divisés, vous êtes vous êtes facilement, n'est-ce pas, attaquable et détruit. C'est là, ça revient sur ma stratégie des porcs épiques. On peut comprendre une stratégie de porc épique? Ben, je l'ai déjà expliqué ici, monsieur Noir. La stratégie des porcs épiques. Ben, la stratégie des porcs épiques, elle est simple. En saison de froid, les porcs épiques, n'est-ce pas, décident chacun d'aller de son côté. Et quand chacun part de son côté, chacun commence à mourir de froid. Ils constatent que mais, à chaque fois qu'on est regroupé, on se réchauffe quand même. Mais l'une des curiosités sur le porc épic, c'est quoi? Le porc épic a les piquants. Tout à fait. Et donc, chaque piquant, parfois, ça pique l'autre, ça pique... Vous voyez un peu. Donc, ça crée des... Et chacun dit, ben, si je ne peux pas supporter les pics de mon frère, n'est-ce pas, et que j'aille de mon côté seul, le froid va me tuer. Donc, mieux vaut supporter ces petits pics-là et que le temps qu'on se réchauffe et qu'on puisse traverser cette période, n'est-ce pas, de grand froid pour que on puisse vivre ensemble, on puisse continuer à vivre ensemble et que quand le moment de bonheur va arriver ou bien de soleil va arriver, chacun prenne sa route. Mais les Africains, nous, on n'a pas appris ça. On nous a appris à marcher de manière disloquée. En fait, le colonisateur veut que nous marchions de manière disloquée parce que si nous marchons de manière ordonnée, de manière unie, structurée, comme ces forces que nous mettons en place, n'est-ce pas, alors nous serons imbattables. Mais comme ça ne fait pas leur bonheur, alors il faut trouver toujours la petite bête. Il faut toujours trouver, n'est-ce pas, des petites occasions pour dire, mais non, moi je ne suis plus d'accord, voilà, je ne marche plus, voilà, le Niger dit, je ne suis plus d'accord, je sors de la force mixte. Bon, c'est le Tchad qui a menacé la dernière fois parce qu'elle n'a pas vu le soutien, n'est-ce pas, des autres États membres de cette force-là. Mais ils oublient que chacun a ses problèmes. On te dit que, mais mon frère, Boko Haram est en train de torturer au Cameroun aussi, là-bas, Ambazonie est de son côté, là-bas, il y a plein de choses, n'est-ce pas, que le Nigeria est attaqué de son côté, tout ça. Donc, vous voyez que tellement on nous crée des situations difficiles qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, véritablement, M. Noir, pour terminer sur cette question, c'est que les Africains doivent apprendre à faire les choses ensemble. Parce que si nous ne faisons pas les choses ensemble, les autres vont décider pour nous. Et la plupart des décisions, d'ailleurs, la plupart... Peut-être en une minute pour sortir avant de prendre l'autre thématique. Quel est donc l'avenir? Que peut-on attendre donc de ce qui reste de la force multinationale mixte? Ça va se disloquer. Ça va simplement se disloquer. Il ne faut rien attendre. Comme toutes les autres organisations vont se disloquer. Vous savez, peu importe la durée d'une organisation, elle porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Et les germes de sa propre destruction, regardez la CEDEAO, comment elle est en train de voler en éclats. Bientôt, elle va voler véritablement en éclats. Quand un ancien président en exercice de la CEDEAO vous dit que c'est la CEDEAO vraiment emmerdée,
là je parle du président de la Guinée-Bissau, le président Sissoko Embalo, qui dit que mais la CEDEAO a merdé, a pris des mauvaises décisions, a pris de mauvais engagements. Vous imaginez un président de la République et président en exercice de la CEDEAO qui signe une mission, n'est-ce pas, de la CEDEAO, qui dit, ok, allez dans mon pays pour, n'est-ce pas, 2 ou 3 choses à faire. Et arrivé là-bas, la CEDEAO change la feuille de route, mais le président de la République demande qu'on fasse sortir, n'est-ce pas, ces gens-là de son pays. Vous voyez un peu, et lui-même étant président en exercice de la CEDEAO. Donc vous voyez que quand des phénomènes comme ça se passent, ça veut dire qu'en réalité, les organisations comme celle-là, qui sont inféodées, qui ont d'autres agendas, n'est-ce pas, qui reçoivent les ordres des colonisateurs ou bien des agents impérialistes, alors finissent toujours par se disloquer parce que finalement, tous les Africains ne trouveront pas leurs intérêts dans ces organisations-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut que s'attendre. On ne pouvait pas imaginer que le G5 Sahel pouvait mourir. C'est mort de sa belle mort. Il y a plein d'organisations qui sont déjà mortes là. Voilà, la CEDEAO qui est déjà disloquée. Le Sahel est déjà mis en place. On attend peut-être le Togo qui va aussi peut-être faire défection. On attend d'autres États aussi qui sont en train d'envisager quitter la CEDEAO. Bon, la CEMAC, elle est là comme ça. C'est bon. C'est une organisation attentiste. Donc, elle se réunit seulement quand il faut manger un peu de biscuits et peut-être sortir un communiqué, n'est-ce pas, qui va peut-être dire non à une ou deux choses. Mais bon, elle ne sait absolument rien. Donc, vous voyez que ces organisations-là sont programmées pour mourir parce qu'en réalité, elle n'a pas de fond, elle n'a pas d'idéologie, elle n'a pas de conviction dans la mise en place. Et ce n'est pas parfois l'émanation, n'est-ce pas, des idées de nos différents leaders africains. Nous allons parler toutefois maintenant du Tchad, le Tchad avec le Soudan, des menaces soudanaises. Il y a quelques jours de cela, le numéro 2 de l'armée soudanaise, le général Yasser Al-Attah, a donc signé qu'il va prendre pour cible les aéroports de N'Djamena et Amdiara, principaux points stratégiques du Tchad. Le Tchad avait réagi d'abord par envoi de communiqué de presse signé du ministère des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger, dénonçant donc ses propos et les traitant d'irresponsables et de très dangereux. Samedi 29 mars, c'était un point de presse donné par l'état-major général du Tchad. Son porte-parole général Tchanan Issaka Achek a donc pris la parole et a indiqué que les propos soudanais étaient considérés comme une déclaration de guerre et que le Tchad ne devait pas rester ainsi. Il se réserve le droit de riposter et met en garde contre toute violation de son territoire. Je pose la question d'épée, conflit ou tension qui pèse davantage entre le Tchad et le Soudan. Comment se fait-il que nous en arrivons là au point que l'armée soudanaise veuille jusqu'à intenter dans ses pensées une attaque contre les principales portes d'entrée, principaux points stratégiques du Tchad, les aéroports que nous avons soulignés, N'Djamena et Amdiara, les deux principales villes du pays. Monsieur Nora, cher jeune frère et confrère, je vais m'étendre beaucoup sur la géostratégie dans cette question. Vous voyez le conflit russo-ukrainien, c'est en train de trouver une solution. Avant que Israël, le Hamas, c'est déjà calme. Quand le Sahel était en feu, pour djihadistes, terroristes et tout, avec la montée en puissance, n'est-ce pas, de l'État islamique, je me suis posé une question. Il y a un vieux projet. Il est vieux, on peut le dire, il est vieux parce que peut-être ça date de 40 ans, 50 ans.
il faut l'Afrique sans les Africains. Il faut l'Afrique sans les Africains. Et c'était une réunion de haut niveau où cette décision a été prise. C'est-à-dire, il faudra que l'Afrique appartienne à l'Europe, aux Occidentaux, sans que les Africains n'aient mot à dire. Et comment arriver, n'est-ce pas, à la matérialisation de ce projet de l'Afrique sans les Africains? Premier des objectifs, c'est de créer la guerre. Il faut que les Africains se tuent. Il faut que les Africains s'entretuent. Il faut que les Africains se détestent. Il faut que les Africains ne soient pas unis. Il faut que les Africains aient tous les problèmes du monde et jamais de solution. Nous voulons saluer, n'est-ce pas, les gens de la RDC et du Rwanda. C'est pas aujourd'hui que le conflit date. Quand j'entends des pseudo-analystes et politiciens qui disent que Tshisekedi a le problème, j'ai dit, mais ça veut dire que vous ne voulez pas véritablement toucher où il y a le problème. On veut la RDC sans les Congolais. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On exploite le nord Kivu et l'est, n'est-ce pas, le sud Kivu, sans les Congolais. Le Rwanda vend les matières premières du Congo sans que les Congolais n'en bénéficient. Vous voyez un peu. L'Afrique sans les Africains. Et pour davantage atteindre ces différents éléments, il faut créer la guerre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement, qui est en train de vouloir se produire. Est-ce que le Soudan a déjà fini sa guerre à l'intérieur? Vous savez qu'il y a une guerre à l'intérieur du Soudan? Avec les forces de soutien rapide. Donc le Soudan en lui-même est divisé d'abord. Vous voyez un peu? D'ailleurs que le Soudan a été divisé en deux, en créant le Sud-Soudan. Et maintenant dans le Sud-Soudan, il y a encore la guerre dans le Sud-Soudan qui demandait son autonomie parce que Salva Kiir, qui est président du Sud-Soudan, qui avait fait la guerre à Bachar al-Assad et tout, on a divisé le Grand Soudan en deux, ça est devenu le Sud-Soudan. Maintenant, dans le Sud-Soudan, même Salva Kiir lui-même actuellement est en guerre contre certains généraux qui veulent la division encore du Sud-Soudan. Vous m'expliquez ça comment? Un pays qui est sur 4 grands fronts. C'est-à-dire, quand je parle d'un pays, c'est que je prends le Soudan global, donc je ne me tiens pas compte de la division qui s'est faite il y a de cela quelques années. 4 fronts, 4 guerres. Et maintenant, vous voulez ouvrir maintenant un autre front, c'est-à-dire Soudan, Tchad. Mais justement, ce Soudan accuse le Tchad d'être la base arrière des forces de soutien rapide des FSR. C'est justement ça le problème. Il faut toujours trouver l'élément déclencheur de la guerre. C'est-à-dire les justificatifs, n'est-ce pas, pour atteindre certains objectifs. Les deux camps qui se battent au Soudan sont soutenus par qui? Par les Occidentaux. Vous connaissez une société de fabrication d'armes en Afrique? Pas du tout. Ou de munitions? Toutes les sociétés de fabrication d'armes sont connues dans le monde. Et donc, vous connaissez beaucoup de fabricants de Toyota? Pas Mais vous allez voir tous ces groupes rebelles avec les Toyota, n'est-ce pas? Ils font comment pour avoir les Toyota? 9. Parfois, vous voyez une centaine de Toyota, toutes neuves. Vous ne vous posez pas la question que mais ça sort d'où? D'où vient cet argent? D'où vient ce soutien? Les armes sophistiquées de dernière génération, même par moment. Mais comme je vous ai dit, il faut une Afrique sans les Africains. Donc, il faut ouvrir un nouveau front. C'est-à-dire, il faut ouvrir ce nouveau front entre le Tchad et le Soudan.
Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire simplement parce que le pyromane qui aime mettre le feu, pourquoi on l'appelle maintenant comme pompier, est parti du Tchad. C'est-à-dire, les Américains sont partis du Tchad, les 100 soldats qui étaient là, instructeurs, soi-disant instructeurs, forces commando qui étaient là, sont partis. Les forces françaises, n'est-ce pas, la base militaire française qui était au Tchad est fermée. Et donc maintenant, il faut créer un besoin. C'est-à-dire, il faut que le Tchad, n'est-ce pas, dans sa logique de défense ou bien de recherche de protection, disent que non, France, au secours. Et dit non, vous nous avez chassés, vraiment, vraiment, comme vous nous avez chassés là, vraiment, nous on ne vient pas, il dit, ouais, pardon, vraiment, revenez, sinon vraiment, on va nous envahir, on va, parce que on a besoin de vous. En fait, il faut créer le besoin, vous voyez un peu, pour que la demande puisse être faite. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est la stratégie qui est en train d'être mise en place aujourd'hui entre le Soudan et le Tchad. C'est-à-dire, il faut créer un conflit, il faut une zone de tension qui... L'objectif n'est pas seulement le Tchad ou le Soudan. Bon, le Soudan, c'est déjà un pays divisé, donc eux, ils sont habitués à la guerre. Ils vivent 50 ans de guerre. Le Soudan, lui, il a déjà 50 ans de guerre. Donc, tous les jours, les gens meurent là-bas. L'objectif n'est pas seulement le Tchad. L'objectif, c'est le Centrafrique. Parce que s'il y a des autres, si vous avez la carte, si vous visualisez la carte qui est entre le Centrafrique, le Tchad, le Soudan, vous allez voir qu'il suffit juste qu'il y ait des ordres entre le Soudan et le Tchad pour que la RCA soit infectée. Parce que l'objectif, justement, c'est d'infecter le Centrafrique. Parce que le Centrafrique a réussi à se stabiliser, a réussi avec les forces, n'est-ce pas, russes à se stabiliser. Donc, il faut absolument, n'est-ce pas, créer des tensions qui vont permettre, n'est-ce pas, des excursions, qui vont permettre, n'est-ce pas, l'entrée, n'est-ce pas, des rebelles au niveau du Centrafrique et qui va créer un nouveau désordre, un champ de désordre au niveau de la RCA. Parce qu'il ne faut pas que le professeur Archange Touadéra, de manière démocratique, n'est-ce pas, soi-disant vous qui aimez la démocratie, puisse aller aux élections, aux prochaines élections où il est demandé d'être candidat, parce que c'est la première, n'est-ce pas, élection de la 7e, je crois, 7e République qui doit se mettre en place. Donc, il a droit à candidater. Donc, vous voyez que tout est mis en place pour... Les gens voient de loin, hein, mais ce qui est bien chez les Occidentaux, c'est que c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est la stratégie avant de se mettre au travail. Mais parfois, nous faisons les choses ici sans pensée, sans stratégie, sans éléments, n'est-ce pas, qui permettent de contrecarrer les vents contraires. Vous savez ce que... vous connaissez la force licorne? La licorne, c'est le seul cheval qui a une sorte de... on va dire ça comme ça, peut-être... de défense. De défense, oui. Oui, de défense. La force licorne. C'est un cheval qui a une très longue corne. Et c'est le seul cheval qui transperce l'éléphant. C'est-à-dire, quand elle attaque l'éléphant, elle transperce l'éléphant. Et la force licorne est installée où? En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quel pays? C'est le pays des éléphants. Donc, dans leur pensée, il fallait un animal qui doit transpercer l'éléphant. C'est pour ça qu'ils mettent la force licorne. C'est pour ça qu'ils baptisent l'opération, n'est-ce pas, française qui doit aller en Côte d'Ivoire, la force licorne. Sangaris. Vous savez ce que veut dire Sangaris? Sangaris, d'abord il faut rappeler que le Centrafrique, c'est le pays des papillons, des roses, des fleurs. Vous voyez un peu, des fleurs. Et Sangaris, c'est un style de papillon qui transperce les roses. C'est-à-dire qui mange les fleurs.
Et l'opération française envoyée en Centrafrique s'appelle opération Sangaris, dans le pays de quoi? Des fleurs. C'est-à-dire l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir détruire les fleurs. D'accord. On peut continuer, hein? Allons-y. Sabre. C'est une sorte d'épée. Ou dans le Sahel, parce que c'est un État sahélien. Le sabre, n'est-ce pas, c'est un épée du Sahel. C'est-à-dire, même dans le désert, vous avez la capacité, n'est-ce pas, de l'utiliser. Et donc, l'opération Sabre se met au désert pour justement diviser le Sahel. Donc, tout est réfléchi en avance. Quand vous regardez, n'est-ce pas, toutes ces opérations, quand vous regardez la pensée, quand vous regardez, n'est-ce pas, ces Occidentaux faire, j'ai commencé dès le départ, n'est-ce pas, de cette question Soudan, Tchad, sur l'Afrique. Sans les Africains. Sans les Africains. Donc, eux, ils pensent, quand ils réfléchissent, ils savent qu'entre le Tchad et le Soudan, s'il y a problème, le pays qui va le plus subir n'est pas le Tchad, ni le Soudan, mais ça sera le Centrafrique. Et pourquoi le Centrafrique? Parce qu'il faut déstabiliser à nouveau le Centrafrique pour que la France puisse reprendre le contrôle de cet État-là. Parce que les instructeurs russes ont presque tout récupéré, n'est-ce pas, en Centrafrique. En fait, le partenariat Russie-Centrafrique marche bien. Marche bien. Et donc, il faut trouver les éléments pour déstabiliser, n'est-ce pas, cette marche harmonieuse entre le Centrafrique et la RCA. Entre le RCA et la Russie. Donc, vous voyez que, M. Noir, c'est une stratégie bien huilée. Ce n'est pas, ne regardez pas, c'est des pays de guerre. Ils sont habitués à la guerre. Le Soudan est habitué à la guerre. Le Tchad est habitué à la guerre. Vous pensez qu'il y a risque d'escalade vers un conflit armé? Mais bien sûr, il y a risque. Ça va même être, ça risque même se produire le plus tôt possible parce que les objectifs sont clairs, bien définis. Maintenant, comme la zone CEMAC reste la zone, n'est-ce pas, un peu stable. Vous voyez un peu? Un peu stable. Où les différents éléments qui sont, n'est-ce pas, dans nos territoires, et il faut positionner, n'est-ce pas, là, les hommes liges qui vont continuer avec la France-Afrique. Parce que quand vous regardez la zone CEMAC, elle est encore stable aujourd'hui. Et la plupart des dirigeants de la zone CEMAC sont vieillissants. Guinée équatoriale, vieillissant. Cameroun, vieillissant. Congo, vieillissant. Et donc, les deux États, ou bien trois États qui restent là, c'est le Gabon, le Centrafrique et le Tchad, qui ont des jeunes présidents, mais qui ne sont pas tellement alignés, n'est-ce pas, dans la logique française aujourd'hui. Mais nous savons tous que tout est réuni. Donc, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser la zone CEMAC. Parce que le Soudan attaque le Tchad, ça crée un conflit, l'afflux des armes, des rebelles, des réfugiés, et tout ça crée un méli-mélo au niveau du Centrafrique. Et si le Centrafrique est déstabilisé, le Cameroun est déstabilisé. Vous voyez un peu? Et donc, les objectifs sont atteints. Parce que l'une des bases de la résistance du néocolonialisme, c'est le Cameroun. La base même, le noyau dur du panafricanisme aujourd'hui, c'est le Cameroun. Et donc, il faut absolument, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, ce noyau-là. C'est pour ça que vous voyez, tous essayent de converger pour qu'il y ait une déstabilisation de la zone CEMAC et qu'on puisse installer des hommes liges au pouvoir. Mais ça ne passera pas tant que les panafricanistes seront là. Oui, un mot de fond donc, pour sortir au regard de cette situation entre le Tchad et le Soudan. Vous avez dit qu'il y a risque d'escalade, il y a la menace du Centrafrique, il y a la menace de la zone CEMAC, de l'Afrique centrale, avec le Cameroun qui est comme le bastion aujourd'hui du panafricanisme, où on voit des personnes comme vous qui apportez l'éveil africain. Doit-on avoir des craintes? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, je pense que la phase du dialogue est d'une importance capitale et je sais que les autorités, n'est-ce pas, tchadiennes peuvent vite récupérer, n'est-ce pas, cette affaire pour qu'il n'y ait pas escalade. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation, l'objectif est clair, c'est que
on veut utiliser le Soudan pour déstabiliser, n'est-ce pas, les différents États, parce que le Soudan lui-même étant déjà déstabilisé, donc en réalité, ils n'ont plus rien à gagner, rien à perdre. Donc, il faut véritablement continuer dans cette logique-là de déstabilisation. Donc, c'est le Tchad maintenant d'être prévoyant et de dire que non, c'est un pays frère qui est en difficulté et donc il faut véritablement trouver des solutions à l'amiable pour que il n'y a pas de troubles dans la zone CEMAC, pour que les troubles, n'est-ce pas, ne s'importent pas. Parce que les militaires qui ont, les mercenaires, parce que les appeler militaires, les mercenaires français distillés partout dans les forêts et un peu de partout là, n'est-ce pas, dans certains pays, sont en chômage. Il faut les trouver du travail. Et pour qu'ils trouvent du travail, il faut déstabiliser certains États. Et donc, il faut que nous soyons conscients, parce que vous voyez que la démobilisation de la force Barkhane au Mali, de Serval au Burkina Faso, de l'armée française au Niger et tout ça, et ceux du Tchad aussi. Donc, vous voyez que ça en fait un peu de trop. Et donc, il faut trouver des éléments, n'est-ce pas, qui vont permettre, n'est-ce pas, des situations qui vont les mettre au travail, parce que tous ne sont pas rentrés chez eux. Ils ne sont pas rentrés tous en France. Ils sont cachés dans les chancelleries, ils sont devenus des civils, d'autres sont dans les forêts, d'autres sont en train de former des rébellions un peu de partout. Donc, il faut trouver du travail. Et ça, c'est l'objectif qui a été assigné, n'est-ce pas, au Soudan, par exemple, de créer, n'est-ce pas, cette tension entre l'État tchadien et l'État soudanais pour qu'il y ait la possibilité. Donc, nous, je pense que beaucoup de diplomates nous écoutent, beaucoup d'hommes politiques et des hommes de renseignement aussi doivent justement encourager le Tchad à dialoguer, n'est-ce pas, par rapport à cette situation, pour qu'il n'y ait pas escalade, pour qu'il n'y ait pas opportunité, pour qu'on puisse déstabiliser nos différents États. Merci à vous, ADP André Fingard. Je rappelle que vous êtes directeur de publication La Dépêche de Midi, analyste. Vous êtes consultant également de ce programme Regard panafricain. Avec vous, donc, nous avons parlé du retrait du Niger de la force multinationale mixte et de l'avenir de ce que cela pourra devenir. Et puis, nous avons parlé des tensions entre le Soudan et le Tchad avec risque d'escalade très bientôt, en soutenant bien sûr que l'objectif ici, c'est de déstabiliser les pays du CEMAC. Voici donc, je vous souhaite une excellente soirée d'épée. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir été les nôtres. La réalisation technico-artistique a été assurée ce soir par Yondul, qui était bien sûr assisté de Mongo, voilà, pour nous permettre de pouvoir diffuser avec vous cette émission. Merci au service digital qui va prendre le relais, et bien sûr à la télévision For You Media Africa. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour notre édition de Regard panafricain.